Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Anouk, ancienne journaliste à Radio France devenue professeure des écoles. Vous la connaissez sûrement sous le nom de Merci Maîtresse sur les réseaux sociaux où elle partage quotidiennement ses anecdotes de classe et sa passion pour son nouveau métier d'enseignante. Après avoir étudié dans un institut d'études politiques, Anouk réussit avec brio le concours d'entrée de l'école de journalisme de Paris, CFJ. Anouk exercera pendant 8 ans son métier de journaliste, un rêve d'enfant. Son métier est très diversifié. Elle va sur le terrain faire des interviews, elle présente notamment les éditions matinales locales sur le réseau France Bleu. Elle aime la rencontre humaine, mais elle se sent frustrée d'être simplement observatrice. Anouk décide alors de prendre une année sabbatique avec son conjoint et de partir en sac à dos en Asie pour faire le point et préparer le concours de professeur des écoles. Anouk vient d'une famille d'instit et souhaite devenir professeur des écoles à son tour. Elle a besoin d'agir et d'aider les autres. À 30 ans et enceinte, Anouk retourne sur les bancs de la fac et réussit le concours de professeur des écoles. Ses premiers stages ne sont pas toujours faciles, mais Anouk a trouvé sa voie, elle souhaite aider les enfants. Elle est aujourd'hui professeure des écoles en REP, réseau d'éducation prioritaire, depuis 8 ans. Anouk n'a pas tout à fait abandonné son amour du journalisme car elle tient également un blog, Merci Maîtresse, où elle partage ses anecdotes de classe et est l'auteure de 2 livres, Dans la rue de l'école et Merci Maîtresse, de rien c'est mon job. Alors, avec Anouk, on a évoqué son quotidien de journaliste radio, sa frustration de se sentir éloignée de l'humain et de ne pas voir l'impact de ses reportages, comment reprendre ses études à 30 ans en étant enceinte, ses conseils pour devenir professeur des écoles et surtout de son engagement presque militant pour redorer l'image des classes avec des enfants dits défavorisés et du métier de professeur des écoles. Anouk souhaite changer les mentalités sur l'école publique. Anouk a su se reconvertir en mêlant ces 2 métiers, un exemple hyper inspirant. Comme dirait Anouk, tout est possible, ne nous mettons pas dans des cases. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Anouk. Bonjour Anouk, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clairvy, merci de m'avoir invitée, je suis contente d'être là aussi. Alors j'ai hâte d'en savoir plus sur toi, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors je suis professeure des écoles, ce qui est le nouveau nom, alors ça fait quelques années déjà, mais c'est le nouveau nom pour institutrice, qui était un peu dur à dire d'ailleurs, donc professeure des écoles. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton premier métier ? Ça n'avait rien à voir. Alors ça n'avait pas rien à voir, mais on en parlera tout à l'heure, mais j'étais journaliste à la radio pendant 8 ans, j'ai travaillé essentiellement à Radio France, donc j'étais journaliste, voilà. Qu'est-ce que tu faisais exactement ? Ça consistait en quoi ton premier métier ? Alors, journaliste radio, c'est avant tout un métier de journaliste, c'est-à-dire qu'on est là pour rapporter des informations. J'ai fait plusieurs métiers dans ce métier, puisqu'un journaliste radio, il peut être reporter, c'est-à-dire aller sur le terrain, faire des interviews, ensuite les monter, les diffuser. Il peut être aussi présentateur. Donc, j'ai fait un peu des deux et j'ai terminé, quand j'ai quitté Radio France, j'étais présentatrice, c'est-à-dire que je présentais les éditions matinales. Sur le réseau France Bleu. Donc France Bleu, c'est un réseau de 44 locales maintenant, 42 ou 44 radios locales, donc qui sont diffusées sur une zone géographique donnée et qui traitent de l'actualité de cette zone géographique. Sur la fin de ma courte carrière à Radio France, je présentais les éditions matinales sur l'une des locales du réseau France Bleu. Tu travailles à Paris, du coup ? Alors, j'ai travaillé à Paris un peu au tout début. C'est-à-dire que j'ai fait mon école de journalisme à Paris et dans la foulée, j'ai travaillé un petit peu à Paris pendant, je dirais, 1 an et demi ou 2 ans sur France Info essentiellement. Et ensuite, je suis partie faire le tour des locales. Donc, ça fonctionne un peu comme ça à Radio France, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas en CDI, on est appelé pour remplacer des journalistes un peu partout en France sur des contrats plus ou moins longs. Donc, j'ai fait un petit tour de France comme ça. Et ensuite, je me suis posée dans une première locale et ensuite dans une autre. Donc voilà, j'ai beaucoup bougé. Oui, moi, ça me rappelle des souvenirs parce que pour l'anecdote, mon père écoutait France Bleu tous les matins. Donc, j'ai écouté ça en allant à l'école tous les matins. Donc voilà, c'est un peu pour l'anecdote. Donc, du coup, c'était toi qui parlais à la radio. Est-ce que tu le fais au bout de combien de temps à peu près ? Par exemple, si un des auditeurs rêve de devenir comme ça présentateur radio, au bout de combien de temps c'est toi qui es derrière le micro ?
Alors, c'est pas tellement au bout de combien de temps, parce que je pense qu'on peut très bien sortir d'une école de journalisme et être parfaitement formé pour être en mesure tout de suite de présenter des journaux. D'ailleurs, moi, j'ai commencé très vite à France Info par la présentation de journaux. Donc, il n'y a pas tellement de temps. Après, ça peut aussi être une volonté. Moi, j'avais des collègues journalistes radio qui n'aimaient pas du tout présenter les infos, qui préféraient être sur le terrain. C'est presque deux métiers à l'intérieur d'un métier. C'est des choses qui sont très très différentes. Quand on présente le journal, on est, alors surtout sur des éditions nationales, on court un peu après le temps en permanence. Il y a les dépêches qui tombent, et puis il y a ceci qui change, et puis voilà, ça demande quand même beaucoup d'adaptabilité. Alors que quand on fait du reportage, on a un peu plus de temps, on va chercher des angles, des choses qui permettent de raconter des choses. Donc c'est presque des métiers différents. Donc moi, pour y arriver à ce métier-là, j'ai choisi une voie très classique, très ordinaire, c'est-à-dire que j'ai fait un institut d'études politiques, communément appelé Sciences Po. Ensuite, je suis rentrée sur concours dans une grande école de journalisme parisienne, ce qui m'a ouvert évidemment beaucoup plus de portes que quelqu'un qui dit bonjour, je voudrais être journaliste, et qui n'a pas de formation et qui n'a pas ce diplôme un peu honorifique qui m'a ouvert des portes. Donc pour moi, ça s'est passé comme ça. Je sais que pour d'autres, c'est autre chose, et que des fois, quand on n'arrive pas à rentrer dans ces fameuses écoles, il faut aller taper un peu de tous les côtés, de toutes les portes. Je pense, mais ça fait longtemps que je suis plus dans le métier, que, en tout cas pour faire de la radio, une vraie formation est nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et donc, du coup, t'as réussi à avoir un CDI au bout de combien de temps? Comment ça s'est fait quand t'es sortie de l'école? Alors, j'ai quitté l'école de journalisme en 2004 et j'ai signé mon CDI en 2008. Il y a eu quasiment 4 ans de remplacement. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai bossé tout le temps pendant ces 4 ans. J'ai eu très très peu de périodes où on m'appelait pas pour des contrats, donc je crois que j'étais plutôt chanceuse. Il m'arrivait parfois d'aller bosser ailleurs dans des petits médias un peu nouveaux. Je me souviens, c'était le tout début où on envoyait des pushs par SMS aux gens pour leur dire ce qui venait de se passer. Je bossais dans une petite agence de presse qui faisait ça, donc je complétais un peu mes revenus comme ça. Mais en tout cas, j'ai jamais cessé de bosser pendant ces 4 ans-là, jusqu'à ce non pas qu'on me propose un CDI, parce que ça se passe pas comme ça, mais jusqu'à ce que je décroche un CDI à Radio France. Voilà. Pourquoi tu dis que ça se passe pas comme ça? Parce que du coup, t'as dû... Parce qu'ils sont très nombreux, on est très nombreux CDD à Radio France à tourner, à attendre notre tour, et puis un jour les postes sortent et puis on postule. Enfin, moi j'ai été embauchée, c'était ma, je sais pas, 5e ou 6e candidature pour obtenir un CDI. Donc non, c'est très long. Je crois que ça a changé, donc je voudrais pas dire de bêtises. Je crois qu'ils ont un petit peu cadrer le truc pour pas que les gens restent si longtemps en CDD, si longtemps précaires. Donc je crois que ça a été un petit peu cadré. Et moi, à mon époque, j'avais des copains, des collègues qui étaient restés 6, 7 ans, 8 ans en CDD avant de signer un CDI. Ça pouvait être très très long. C'était comment l'ambiance? Parce que j'imagine, du coup, ça devait être un peu stressant, compétitif. Alors, c'était pas compétitif entre nous. Jamais. C'est stressant parce que faire du news, c'est stressant. La radio, c'est un média de l'instantané, donc il faut aller vite. On n'a pas le temps de réfléchir tellement. Mais je dirais que c'était du bon stress. Voilà. Moi, j'ai jamais vécu ça comme ça. Ça n'a jamais été un poids pour moi. J'y allais contente d'être stressée, justement. Ça me plaisait d'avoir cette adrénaline-là. Mais l'ambiance, non. Moi, j'ai pas souvenir de compétitivité, de compétition. On était chacun à notre place, chacun faisait son chemin. Et puis, il y en avait qui arrivaient à signer le CDI, il y en avait qui renonçaient à le demander même parce qu'ils disaient, non, c'est pas cette vie-là qu'ils veulent. Donc, moi, j'ai jamais senti ça. Comment ça t'était venu? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Alors oui. Alors pour le coup, journaliste, c'était un rêve d'enfant, ouais. Quand j'étais gosse, on était beaucoup de frères et sœurs et j'avais fait un petit journal de la famille. Je les prenais en photo, j'écrivais des petits articles. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça m'est venu parce qu'il n'y a pas de journaliste dans ma famille, ni dans mes oncles et tantes. Enfin, on est très très loin de ce milieu-là. Mais voilà, ouais, c'était un truc. Je crois que j'ai eu l'idée très très jeune. Donc après, j'ai tracé pour y arriver, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été déçue? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Non, alors j'ai jamais été déçue. Après, je crois, mais on pourra en reparler, que je l'ai jamais complètement abandonné, ce métier. J'ai toujours quelque part dans un coin de ma tête. Il y a un moment où ce news dont on parlait tout à l'heure, ce côté très instantané, m'a frustrée. C'est-à-dire que je me suis retrouvée un moment à me dire, je produis des choses qui disparaissent dans la seconde d'après. Et surtout, j'ai ressenti un moment le besoin de savoir à qui je m'adressais et d'avoir des yeux qui me regardent et pas seulement des oreilles que je ne voyais pas. Voilà, l'image est peut-être un petit peu exagérée, mais voilà, il y a un moment, j'ai eu besoin de continuer à faire un métier utile, mais de manière plus concrète. Voilà. Donc c'était pas tant un rejet de mon précédent métier qu'une envie d'aller encore plus loin dans ce qui m'habitait, c'est-à-dire être utile, servir à quelque chose au quotidien.
Et la rencontre avec la rencontre aussi avec de l'humain, quoi. C'était ça qui te manquait un peu? Ouais, alors il y en a beaucoup dans le journalisme, hein, de la rencontre avec l'humain et énormément. Moi, j'ai beaucoup couvert les faits divers et les procès dans l'une des locales dans lesquelles j'ai bossé et là j'en voyais tous les jours et j'adorais voir ces gens, les vrais gens, comme on dit avec des grands guillemets, même si ce terme est un peu étonnant. Donc il y en a beaucoup d'humains, mais il y a un moment où j'étais observatrice de ces humains et j'ai eu envie d'être avec eux, voilà, plus que d'observer et de raconter ce qu'ils vivaient, de le vivre avec eux et de les prendre par la main et de les accompagner pour essayer soit d'aller plus vite, soit d'aller autrement, mais en tout cas voilà, d'être physiquement présente, quoi. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu te sentais en fait un peu, tu regardais comme si tu regardais une scène et que tu avais envie de faire partie de la C'est scène, quoi. ça, exactement. Ouais, ouais. Et alors, comment ça t'est venu finalement professeur des écoles? Parce que à partir du moment où t'as cette révélation, tu aurais pu faire plein de choses finalement. Il y a pas mal de métiers qui correspondaient à cette volonté. Comment t'as su que c'était professeur des écoles? Je sais pas si je saurais remonter exactement. Donc, j'ai dit que quand j'étais gamine, j'avais toujours voulu être journaliste, mais comme beaucoup de gamines, j'avais toujours aussi voulu être maîtresse. Ça, je pense que c'est le rêve de toutes les petites filles. Pour le coup, il y a des maîtres et des maîtresses dans ma famille. Alors, pas mes parents, mais mon grand-père. Enfin bon, il y avait quelque chose qui tournait autour de ça. Et il y avait aussi des raisons pratiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que devenir professeur des écoles, il suffisait, les guillemets sont énormes, de passer un concours. Et ce concours me donnait accès à ce métier. Et c'était terminé. Voilà, je n'avais plus envie de me mettre en danger sur le plan professionnel et financier. J'avais pas envie de repartir dans quelque chose qui serait bancal, qui mettrait du temps à se construire et sur lequel il faudrait que je m'accroche. Je voulais quelque chose. Voilà, j'avais plus de 30 ans, j'étais enceinte de mon premier enfant et pour moi, il fallait que ça aille pas forcément vite, mais en tout cas que les choses soient sûres. Donc avec un concours de la fonction publique, ben, une fois qu'il était réussi, les choses étaient sûres. Donc tout ça en plus de la très grande envie d'enseigner, d'être avec des enfants, évidemment. Mais en tout cas, dans le choix de ce métier-là, il y avait aussi ce côté sécurité. Parce que aussi, et du coup, t'as fait le choix que ça soit plutôt des enfants. Tu aurais pu te dire, j'ai envie d'être prof, mais plus pour, enfin, à des niveaux un peu plus élevés. Oui, alors l'avantage du métier de professeur des écoles, c'est qu'on n'enseigne pas que du français ou que des maths ou que de l'anglais. Et moi, j'adorais cette idée-là, c'est-à-dire d'enseigner tout. Un professeur des écoles, il enseigne des arts plastiques, du sport, de l'anglais, de l'espagnol, de l'informatique. Et voilà. Et moi, c'était ça qui me plaisait. Alors, c'est pour ça que je te disais que c'était pas tant un métier très différent du précédent. J'aimais beaucoup le journalisme parce qu'on touchait à tout, parce que je pouvais faire des procès, parler d'économie, parler de politique. Et ben voilà, le métier de professeur des écoles, il permet aussi de toucher à tout. Et c'était ça qui me plaisait aussi. Tu penses qu'inconsciemment, c'était ancré en toi, comme tu viens d'une famille où il y a des professeurs des écoles, et que peut-être tu as fait un rejet, tu l'as... Je sais pas. Alors mes parents sont pas du tout fonctionnaires et professeurs des écoles. Ça remonte à la génération précédente. Donc pour le coup une génération d'instituteurs autre que celle d'aujourd'hui. Hein. Mon grand-père était instituteur dans un village. Il était en même temps secrétaire de mairie. C'était une classe unique. Donc ouais, il y avait un côté image d'Épinal un peu qui me plaisait. Inconsciemment peut-être que je suis allée chercher par là. Je crois surtout que j'ai toujours été intéressée par la transmission. Et c'est pour ça que ces deux métiers sont pas si éloignés l'un de l'autre. Comment moi je peux savoir quelque chose et essayer de faire en sorte que les autres le sachent aussi. Alors c'est passé par la radio pendant quelques années. Là maintenant ça passe par moi, par ma voix, par mon corps, parce que j'explique aux enfants et comment je les accompagne pour qu'ils y arrivent. Donc je crois que c'est plutôt ça, l'idée d'être un relais, un maillon, quoi. Oui, ça fait sens parce que en plus avec les enfants, tu vois la réaction et peut-être c'est ça qui pouvait te manquer quand tu étais journaliste. Exactement. Finalement. Je dis dans le premier bouquin que j'ai écrit que j'avais besoin de voir l'effet de ce que je disais sur les yeux, sur les oreilles, voilà. Et au bout d'un moment, quand on cause dans un micro, en face de nous, il y a que le micro. Il y a le technicien aussi derrière dans sa régie, mais il y a que le micro. Et moi, je voulais voir, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils ont besoin que je réexplique? Voilà. Et ça m'a manqué, en fait, je crois. J'ai mis le doigt dessus beaucoup plus tard, hein, une fois que j'ai eu les enfants devant moi, mais je me sentais un peu seule derrière mon micro, en fait. Voilà. J'avais besoin de contact humain. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire parce que c'est vrai que même avec ce podcast, finalement, je reçois un peu des messages, mais on se rend jamais vraiment compte de l'impact que ça a, en fait. Comment les gens l'entendent, comment ils le prennent, qu'est-ce qu'ils en font aussi après.
Avec des enfants, le jour où on leur a appris qu'un M et un A, ça fait ma, alors ils vont dire ouais, chouette, ça fait ma. Mais peu à peu, au fil des semaines, on va voir comment ils vont s'en servir et comment ils vont le réutiliser. Et puis il va y avoir, alors il y a un côté peut-être un peu égocentrique là-dedans, mais un côté très grisant à se dire c'est moi qui leur ai appris ça. Et voilà, et c'est super grisant et on rentre tous les soirs en se disant bah j'en ai aidé quelques-uns. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, c'est très concret. Alors, donc tu décides de devenir professeur des écoles et donc j'ai vu que tu avais passé le concours en auditeur libre. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Comment tu as pu te préparer pour des auditeurs qui voudraient faire la même chose? Dans mon cas, alors il y a une petite parenthèse entre les deux, c'est-à-dire que avant de quitter Radio France et de passer le concours, on a pris une année sabbatique avec mon compagnon. On est parti pendant 7 mois, sac à dos sur le dos, et on a traversé l'Asie. Et j'avais dans la tête l'idée de ne pas reprendre mon poste à Radio France en revenant, et donc de passer ce concours. Donc on est parti avec peu de choses, mais des petites annales du concours qui s'appelle le CRPE, concours de recrutement de professeurs des écoles. Et donc de ci, de là, sur une plage ou dans un resto indien, mon mec m'aidait à réviser la physique, notamment parce que j'étais très mauvaise. Voilà, donc j'ai commencé à me préparer comme ça. Et quand on est revenu en France, donc là j'ai donné ma démission. Et je me suis inscrite au concours. Je l'ai bossé seule, mais j'avais quand même besoin d'être un petit peu aidée, donc je me suis inscrite sur des organismes privés qui font ça à distance. Donc aujourd'hui, ça doit exister en ligne, j'imagine. Moi, à l'époque, c'était à distance, on s'enregistrait, on envoyait des copies, etc. Ça m'a bien aidée. Parce que ça s'appelait comment du coup? Alors celui que j'avais fait s'appelait Fort Prof. Mais alors, est-ce que ça existe encore? Faudrait quand même vérifier parce que ça remonte à 8 ans maintenant, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres organismes qui s'y sont mis et qui sont d'ailleurs plus ou moins compétents. Voilà, j'ai pas, pour le coup, j'ai pas d'infos, mais il y a des possibilités. On peut bosser seul, on peut être face à ses cahiers ou ses livres, on peut aussi se faire accompagner. Moi, j'ai dû retourner à la fac parce que j'avais validé à l'époque une maîtrise. Et quand je suis arrivée avec mes yeux doux à la fac, ils m'ont dit mais ça n'existe plus, madame. Ah, j'ai dit ah. Donc il fallait que je fasse un master 2 pour pouvoir passer le concours, parce que la maîtrise ne suffisait pas. Donc j'ai dû me réinscrire à la fac, donc j'y suis allée, enceinte. J'ai fait un peu peur aux jeunes étudiantes qui étaient à côté de moi. Voilà, j'étais aussi accompagnée par la fac. Ce qui était difficile, c'était de se remettre dans les études, entre guillemets, quand ça faisait si longtemps qu'on les avait arrêtées. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que il y avait une autre manière d'appréhender les études. C'est-à-dire qu'à plus de 30 ans, avec un objectif très précis, c'est-à-dire ce concours, il faut que je le réussisse parce qu'en fait, sinon j'ai rien, sinon j'ai plus rien. J'ai quitté quand même un CDI à Radio France. Il va falloir que je réussisse ce concours. Et ben, on révise vraiment différemment. Alors j'avais souvenir des petites fiches avec plein de couleurs que je faisais quand j'étais étudiante. Et là non, j'allais à l'essentiel, quoi. Je prenais les choses, je les comprenais, je les digérais, je les visualisais. Et je crois, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais qu'il y a une maturité intellectuelle à un moment qui du coup rend les choses pas forcément plus faciles, mais en tout cas différentes dans la manière de réviser. Ouais, je pense c'est plus concret en fait finalement. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que personnellement, j'ai presque envie de reprendre des études parce que je trouve que on a envie d'apprendre en fait, peut-être même plus que quand on est jeune. Je crois que quand on est jeune, on apprend, mais on passe à côté de plein de choses parce qu'on apprend pour réussir son partiel, et ce qui est très bien. Mais plus tard, à 30 ans, on n'apprend pas forcément juste pour avoir une bonne note. On apprend parce qu'on se dit ça va me servir pour mon métier. Donc on va chercher des choses qu'on n'allait pas chercher auparavant. Pour passer le concours de professeur des écoles, il faut un master 2, donc un bac plus 5, dans n'importe quel domaine. Oui, il faut juste avoir un master 2. Et alors, il y a d'autres possibilités. Si on a déjà travaillé longtemps, on peut faire valoir aussi le fait qu'on a bossé si on n'a pas le master 2. Mais du coup, on passe ce qu'on appelle le 3e concours, où il y a beaucoup moins de places académie par académie. Mais ça permet de surseoir à ce fameux niveau de diplôme. Donc, j'en connais quelques-uns qui l'ont passé comme ça. Seulement, par exemple, si dans une académie, il y a 200 places cette année-là, sur ces 200 places, il va y en avoir que 10 pour le 3e concours. Donc, le niveau va forcément être plus relevé. L'autre manière aussi, c'est quand on a 3 enfants, on peut aussi surseoir au niveau de diplôme et passer ce 3e concours. Une fois que tu as passé le concours, qu'est-ce qui se passe du coup? Alors moi, à l'époque, le concours a beaucoup changé. Ils adorent ça, ils changent le concours tous les 2 ou 3 ans. Moi, j'ai passé le concours. Alors, j'avais les écrits en septembre, les oraux genre au mois de juin. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai passé les écrits enceinte et les oraux, j'avais accouché. Donc, j'avais 2 statuts très différents. Et ensuite, en septembre, moi, j'étais tout de suite, à l'époque, j'en allais tout de suite en classe. Donc, on n'avait même pas de formation. Et tout de suite, j'ai été remplaçante. Donc, j'ai passé une année scolaire de remplacement.
Alors, il n'y a rien de mieux pour se faire la main, hein, parce que je passais 3 jours dans une école, 2 jours dans une autre, des CM2, de la maternelle. J'ai même fait des classes spécialisées. Donc, ça, c'était la première année. Je crois que ça a changé depuis. Maintenant, je crois qu'ils ont 2 jours en classe et 2 jours à l'école, ce qu'on appelle l'ESP maintenant, le nouveau nom de l'IUFM, où ils sont formés. Donc, c'est quand même, à mon avis, un peu mieux parce que nous, on était vraiment dans le bain tout de suite et que c'était un peu violent, quoi. Voilà. Déjà, de se retrouver débutante à 30 ans, c'est compliqué, de se dire, je sais pas faire. Et alors, en plus, quand on n'est pas formé, quand on n'a pas les clés, etc., c'est encore plus difficile. Ça t'a plu, enfin, malgré la difficulté, tout de suite, t'as su que oui, c'était ça? J'ai eu quelques expériences où je me suis quand même posé la question, hein. Enfin, je me souviens de quelques-uns des premiers remplacements où je suis rentrée le soir et j'ai dit à mon homme, mais waouh, en fait, ça va pas le faire, quoi. Parce que je me suis retrouvée devant une classe qui avait tout de suite vu que j'avais peur. Et qui du coup s'en était servi parce que j'avais pas réussi à les accrocher, parce qu'il y avait eu beaucoup de bruit, beaucoup de gomme qui s'envoyait à travers la classe, enfin voilà, ces espèces de scènes qu'on voit des fois dans les films. Et puis à un moment j'ai respiré bien fort et je dis mais c'est des gosses, quoi, c'est des enfants, donc j'ai pas à avoir peur des enfants et j'ai des choses à leur apporter et ils m'écouteront d'autant plus que je vais les nourrir et leur donner des choses qui vont leur plaire. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça, on passe un peu un cap dans l'enseignement. Oui, parce que parfois j'ai entendu des témoignages où finalement les professeurs étaient frustrés parce qu'en fait justement ils avaient cette envie de transmettre et ils se retrouvaient à faire plus la police. Ouais. Mais ça arrive encore, mais moi j'en suis rendue, là ça fait 8 ans que j'enseigne maintenant, j'en suis rendue à me dire que si on a à faire la police, c'est que ce qu'on leur propose ne leur convient pas. C'est très raccourci, hein, parce qu'il doit y avoir des profs qui m'écoutent et se disent waouh, non. Moi, maintenant, je suis enseignante spécialisée, mais on y reviendra après. Donc, j'ai un public un peu particulier, et je me rends compte que ces enfants-là, si dans leur classe ils foutent le bordel, c'est juste parce qu'ils se sentent pas concernés par ce qu'on leur propose. Voilà. Il y a toujours des raisons, et surtout quand c'est des enfants qui ont moins de 10 ans. Je dis pas, hein, sur des ados, au collège, au lycée, c'est peut-être différent, mais sur un gamin de CE2 ou CM1, il y a toujours une raison valable au fait qu'ils ne se sentent pas concernés par ce qu'on lui raconte. Et il suffit de trouver cette raison-là pour après arriver à le faire adhérer. À partir de combien de temps tu as eu ton titre, t'as arrêté les remplacements? Alors, on fait une année de professeur des écoles stagiaires. Donc ça, c'est dans tous les métiers de la fonction publique. Il y a toujours une année de stagiaire. Et à la fin, on est titularisé. Donc ensuite, on est titularisé. Après, alors ça dépend beaucoup d'une académie à l'autre. Mais après, on participe à ce qu'on appelle le mouvement, donc un espèce de grand... où tout le monde fait des vœux pour le prochain poste qu'il veut avoir. On peut demander une école, un village, une maternelle, ce qu'on veut. Et après, en fonction des points qu'on a au barème, qui sont des points liés à l'ancienneté, au nombre d'enfants, il y a plein d'autres choses, on obtient ou pas un poste. Moi, j'ai eu un poste très vite. J'ai demandé une école dont visiblement personne ne voulait. Donc, dès la première année, après ma première année de remplacement, j'ai eu un poste tout de suite. Et je suis restée dans cette école jusqu'à juin dernier. Voilà. Donc, je suis restée 7 ans dans la même école. J'y étais bien. J'ai même mis mes enfants. Donc c'était super. Voilà. Mais je crois que j'ai eu de la chance. Et puis surtout, j'ai demandé les écoles dont les gens disent du mal parce qu'ils pensent que les enfants vont les mordre. Ce qui n'est pas le cas. Donc, tu étais en REP, oui. Réseau d'éducation prioritaire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Personnellement, je connaissais uniquement les ZEP. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. Si les ZEP, c'est l'ancien nom. Alors maintenant, on dit plus ZEP, on dit REP. Réseau d'éducation prioritaire, en fait, pour essayer de résumer, c'est défini par collège. Donc, on va prendre un collège. On va faire une espèce d'enquête sociale sur les catégories socio-professionnelles des familles qui s'y trouvent. Et quand on a des catégories socio-professionnelles plutôt faibles qui sont majoritaires, on va classer ce collège en réseau d'éducation prioritaire, ce qui va permettre de donner plus de moyens, toute proportion gardée, parce que si on avait assez de moyens, ça se saurait, de réduire par exemple en CP, CE1 les effectifs, on n'a plus que 12 élèves par classe dans les effectifs de CP, CE1, les enseignants ont une prime, le matériel scolaire est fourni, voilà, donc c'est tout un... Et en plus de tout ça, les équipes en général sont des équipes qui sont habituées à la difficulté scolaire, à la difficulté sociale et qui du coup ont un peu les clés pour accompagner tout ça. Et dans les réseaux d'éducation prioritaire, la plupart du temps, ce sont des équipes, des enseignants qui sont habitués à la difficulté scolaire, à la difficulté sociale et qui ont les clés pour les accompagner. C'est des équipes jeunes, soudées, la plupart du temps, et voilà, ça permet vraiment d'avancer bien. Vous avez une formation spécifique du coup qui est faite? Non, on n'a pas de formation spécifique. On apprend au quotidien, on apprend à la rencontre des gamins.
On apprend à la rencontre des familles. Enfin, il n'y a pas de formation spécifique éducation prioritaire, non. Il y a une petite prime simplement, légère. Alors, toi, c'était un choix. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire ce qui t'a motivé, comment ça s'est fait? Alors, c'est d'autant plus un choix, l'éducation prioritaire, que je n'y suis plus cette année et que j'ai bien l'intention d'y retourner l'année prochaine parce qu'en fait, ça me manque. J'aime bosser avec des gamins qui ont besoin de moi, en fait. Voilà, c'est encore une fois très égocentrique. Hein, je vais passer pour quelqu'un qui a un ego démesuré. C'est possible d'ailleurs que j'en ai un, mais voilà, ça revient à la raison de ma reconversion aussi, quoi. J'ai envie d'être utile, j'ai envie de servir à quelque chose. J'ai envie de bosser avec des collègues en équipe, qu'on définisse des projets, et ça c'est beaucoup plus facile en éducation prioritaire parce que les états d'esprit sont tels que qu'on a envie, quoi, d'avancer. Et comment tu as eu cette idée? Comment ça t'est venu? Mais quand j'ai fait mes remplacements la première année, quand j'ai fait des remplacements un peu partout, je me suis rendu compte que c'était dans ces écoles-là que je me sentais bien. Donc après, quand j'ai demandé ça. Voilà. Après, il y a des gens à qui ça convient pas du tout, hein, et je l'entends. Mais moi, je me vois pas. Enfin, c'est ça qui me plaît. C'est ça que j'ai envie de faire. Parce que ça paraît fou qu'en fait, parce que tu racontais qu'au début de tes premiers remplacements, par moment, tu rentrais et tu étais un peu voilà, dépassée par la situation, tu avais peur et finalement, à la fin de cette année-là, tu fais le choix de travailler dans les classes qui sont réputées les plus difficiles. En fait, du coup, comment tu as fait ce chemin-là? En fait, c'est pas justement, je pense que c'est là qu'on se trompe. Les classes dans les réseaux d'éducation prioritaire ne sont pas des classes difficiles. Ce sont des enfants qui ont des difficultés. Et je pense que quand on décale un petit peu le regard de ce côté-là et qu'on se dit pas, je vais aller dans une classe où ils sont tous violents, insolents, je vais aller dans une classe où il y a des enfants qui ont des difficultés personnelles, scolaires, sociales, et je vais les aider et je vais leur servir à quelque chose. Du coup, on change de posture. Je pars pas au front. Je vais pas me battre avec eux, en fait. Je vais les aider. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire je vais leur prendre la main et je vais essayer de les accompagner. Alors je vais pas les sauver, je suis pas Superman et puis je peux pas tout faire pour tout le monde, mais au moins je vais servir à quelque chose. Voilà, c'est toujours pareil. On est toujours sur la même chose. Est-ce que tu peux nous dire une anecdote, quelle a été la plus belle chose que tu as vécue dans ton métier et la plus dure? Il y en a plein. Vous pourrez lire mon livre. Je mettrai la référence pour les auditeurs qui... Oui. Les choses les plus difficiles, je vais peut-être commencer par là, c'est quand les gamins, quand on essaye de les aider et qu'on n'y arrive pas, en fait, parce que ça nous dépasse et parce qu'on est juste enseignant et qu'on n'est pas ni enquêteur, ni gendarme, ni juge, et qu'il y a des moments où on aimerait bien prendre toutes ces casquettes et puis les prendre sous le bras et les emmener ailleurs, quoi. Voilà, ça c'est des moments qui sont super difficiles où on se sent un peu impuissant. J'en ai vécu plusieurs et on rentre pas forcément très joyeux chez soi le soir, quoi. Et puis les moments chouettes, ils sont au quotidien, quoi. C'est quand un gamin d'un coup a compris que le M et le A ça faisait ma, alors que ça fait 3 semaines, un mois, 2 mois qu'on lui montre les lettres et qu'il fait non, mais les ensemble. Et le jour où il y arrive, enfin je veux dire, ça paraît idiot, hein, mais c'est waouh. Moi ça me fait ma semaine, quoi. Enfin apprendre à lire à un enfant, c'est lui ouvrir tellement de portes, quoi, que c'est top. Voilà. Donc il y en a tous les jours des moments super et il y en a tous les jours des moments difficiles. Mais si j'avais voulu que des moments chouettes, j'aurais trouvé autre chose, quoi. Je pense. Donc, pour parler de ton livre, donc tu as écrit le livre Merci maîtresse, qui est couplé en fait un peu avec ton blog aussi, parce que tu as un blog depuis 2017 où tu parles un peu de tes anecdotes de classe, et finalement tu as écrit un livre donc il y a en juillet 2019. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé pour le blog et puis ensuite pour le livre? Pour le blog, ce qui s'est passé, c'est que je ramenais à la maison ces histoires des fois un peu difficiles, des enfants que je croisais dans la classe, de ce qu'ils vivaient chez eux, de ce que j'avais su, entendu, essayé de faire avec eux. Et je ramenais ça avec moi, ça me pesait un peu. Et je me suis dit un jour, j'allais les écrire. Mais c'était vraiment moi sur mon ordinateur et j'écrivais 3 textes. Et j'ai une très bonne copine qui m'a dit pourquoi tu les mets pas sur un blog? Enfin, ça va peut-être parler à d'autres gens. Effectivement, j'ai mis sur le blog. J'ai commencé à l'alimenter de plus en plus. Il était repris notamment par le HuffPost qui reprenait parfois certaines chroniques. C'est à ce moment-là que j'ai pris un pseudo quand j'ai créé le blog parce qu'en fait, je voulais surtout pas que les familles sachent ou pensent qu'en posant leur enfant le matin à l'école, j'allais raconter leur vie le soir sur Internet. Les prénoms sont tous changés, etc. Donc, il y avait j'ai jamais montré personne du doigt, mais je trouvais qu'il y avait une affaire de confiance quand même. Le blog a pris pas mal d'ampleur et c'est là qu'une maison d'édition m'a contacté, le Cherche Midi, pour me demander si je voulais en faire un livre. Non pas, alors le livre, c'est pas du tout une compilation des chroniques du blog. C'est tout à fait autre chose. C'est une vraie histoire avec un début, un milieu, une fin. On n'y retrouve pas ce qu'il y a sur le blog, c'est autre chose.
Et ben, j'ai trouvé ça super et j'ai dit, je sais pas si je suis capable d'écrire un livre, mais je vais essayer. Et j'ai réussi, je l'ai écrit, il a très très bien fonctionné, il est sorti en poche. Et dans la foulée, j'ai écrit un roman derrière, d'une reconversion à l'autre. On continue. Oui, je trouve vraiment génial. C'est aussi pour ça que je t'ai invité dans Oser la reconversion. Je trouve génial parce que finalement, actuellement, tu arrives à mêler tes deux carrières Exactement. et ça fait sens en fait. Et je trouve ça génial. Et je trouve que c'est un super exemple pour les auditeurs de montrer que finalement, la première carrière, elle peut aussi Elle nourrit, s'illustrer dans la seconde. Voilà, elle nourrit exactement. complètement l'autre. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé une espèce d'équilibre entre ce premier métier et le suivant. Je continue à écrire, j'ai mon blog. Là, voilà, il y a un roman qui est publié il y a 1 an. Il y en a peut-être un autre qui arrivera bientôt. Et dans alors certes, c'est de la fiction, c'est de la littérature, mais il y a forcément un petit peu de mon esprit de journaliste là-dedans, parce que ce que je raconte, c'est des choses que je vois, donc que j'ai envie que les gens sachent. Voilà, donc on est pareil, on est dans la transmission. Et puis donc oui, tout se retrouve et tout se regroupe. Et du coup, voilà, ça me procure un certain équilibre. Et je me dis que en fait, la route était chouette, quoi. Que je suis passée par d'autres chemins, mais que je suis arrivée à un truc complètement complet, riche, qui fait sens. Donc c'est très bien. Est-ce que pour toi, c'est raconter ce que tu ressens parce que finalement, tu avais un trop-plein et tu avais besoin de partager? Est-ce que c'est presque un engagement citoyen où tu veux montrer ce qui se passe à l'école? Comment tu ressens Ah oui, c'est ce que tu militant. fais? Je pense que je suis Ouais. militante à fond. Dans les bouquins que j'écris sur le blog, il y a du militantisme, c'est-à-dire que moi, je veux qu'on sache ce qui se passe à l'école, je veux qu'on sache ce que vivent certains enfants. L'idée, c'est vraiment, voilà, on est encore dans le journalisme, quoi. C'est vraiment euh, passer le portail, quoi. Venez voir ce qui se passe derrière. Ne restez pas sur les grandes réformes. C'est pas ça l'école. L'école, c'est tellement d'autres choses. C'est des enfants qui vivent entre eux, qui apprennent à se connaître, qui apprennent à partager. C'est des enfants qui doivent être différents, absolument. Donc pareil, je suis une grande militante de l'école publique. J'ai beaucoup de mal avec la multiplication des familles qui mettent leurs enfants dans les écoles privées non pas par choix, mais par dépit, par refus de l'école publique. Ça me pose un vrai problème. Je suis ouverte au débat, mais ça me pose quand même un vrai problème de me dire qu'on a choisi une autre école, non pas parce qu'elle nous plaît, mais parce qu'on ne veut pas de celle-là, de celle de la République. Donc oui, oui, c'est tout à fait militant, mais je l'assume à fond. Est-ce que tu as déjà vu un peu des impacts de ton travail? Je sais pas, j'ai pas mal de retours. J'ai souvent des retours sur le blog, sur les réseaux sociaux. Et puis bon, après, quand on écrit des bouquins, on a des retours de lecteurs. Bon, forcément, on reçoit que les bons retours. On n'a pas. Je sais pas si j'ai un impact. En tout cas, moi, je passe les messages que j'ai envie de passer, quoi. Alors, ça passe par le blog, ça passe par la littérature, et ça me fait du bien de les passer. J'espère qu'il y a des gens derrière qui les entendent et qu'éventuellement, à ma moindre mesure, ça fait un petit peu réfléchir et qu'on ferme ou le blog ou le bouquin en se disant ah ouais peut-être que je vais regarder l'école de mon quartier un peu différemment parce qu'elle peut-être qu'elle est pas si pire que ce qu'on m'en dit. Et bah, si j'ai réussi ça, c'est top. Je suis ravie. Oui, parce que j'ai lu dans une interview du coup et j'ai trouvé génial en fait que tu racontais que tu en avais un peu marre de voir que tout le monde donnait son avis sur l'école parce que c'est vrai que comme ça concerne tout le monde a un avis dessus et que aussi les gens étaient très concernés parce que leurs enfants vont à l'école mais que finalement ils ne savaient pas ce qui s'y passait et ça m'a interpellée parce que c'est vrai qu'en fait comme on se dit qu'on a tous été à l'école, on a l'impression qu'on connaît en fait parce qu'on est déjà passé par là. Parce que c'est vrai que ça date en fait. Mais même moi, j'ai découvert des choses, c'est-à-dire que je me suis reconvertie, je suis arrivée dans ce métier, j'avais 32 ans, 31 ans, je me rappelle plus exactement. Et même moi, j'ai découvert, je ne savais pas que c'était l'enseignant qui réparait la photocopieuse quand elle était cassée. Je ne savais pas qu'il fallait remplir à peu près 12 formulaires quand on voulait demander une aide spécialisée pour un enfant. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Je dis, mais ah bon, mais c'est nous qui faisons ça, et puis ça aussi, et puis ça aussi. Et puis, et je me dis, mais en fait, si les gens savaient, peut-être qu'ils poseraient un regard différent sur les enseignants. On sait que c'est pas un métier qui est forcément très bien vu. Voilà, vous avez plein de vacances, vous faites des manifs tout le temps, vous êtes en grève, vous n'êtes pas remplacé. Bon, ils ont peut-être leur raison de penser ça, mais au même titre que moi, je crois vraiment que je ne sais pas quel est le vrai métier du boulanger. Je sais pas. Mm. Je sais pas qui se lève, on me le dit, mais j'ai jamais vu qui se lève en pleine nuit à 2 heures du matin pour faire son pain, que ça lui rapporte à peu près 2 centimes par baguette. Enfin, je pense que si on s'intéressait, et ça concerne tous les métiers, de manière un peu plus profonde, un peu plus précise en quoi ils consistent, quelles sont leurs journées, quelles sont leurs responsabilités,
on poserait un regard peut-être un peu plus bienveillant les uns sur les autres, quoi. Bah, je t'avoue que c'est vrai que c'est aussi un peu le but du podcast parce que c'est pour ça que je demande des témoignages très concrets. Et par exemple, pour l'anecdote, j'ai reçu un fleuriste la semaine dernière et il racontait que finalement c'était très physique et qu'il trouvait dur d'être dans l'humidité parce qu'en Oui, fait, bien comme il y a sûr. beaucoup d'eau et qu'en fait, quand il disait en fait à son entourage que c'était physique et qu'il avait un peu de mal, les gens rigolaient en fait parce Oui, que oui, ils étaient surpris parce qu'on voit le fleuriste avec les petites roses, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend pas du tout compte de toutes les difficultés physiques que bien ça sûr. peut entraîner ou vraiment l'aspect très concret des métiers, en C'est fait. ça, mais c'est comme on se rend pas compte forcément tant qu'on l'a pas vécu qu'un enseignant, Mm. quand il a fini sa journée de classe, il l'a pas fini. Jamais. Et qu'un enseignant qui est en vacances 15 jours toutes les 6 semaines, certes, c'est beaucoup plus que la normale et on en est tous conscients, mais moi, pendant les 2 semaines de classe, il y a une semaine pleine où je prépare ce que je vais faire à la rentrée, où je corrige ce que j'ai fait avant. Je suis en permanence en train d'ouvrir les yeux sur, ah tiens, ça pourrait les intéresser, tiens, je pourrais faire ça, tiens, je pourrais faire ça. Et je le dis d'autant plus fort que j'ai fait un autre métier précédemment qui me prenait beaucoup de temps, où j'arrivais à 9 heures du matin, j'entrais chez moi qu'à 20h30. Mais j'avais ce sentiment, quand j'avais fini ma journée de travail, qu'elle était terminée. Aujourd'hui, je n'ai plus ce sentiment, jamais. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui voudrait devenir professeur des écoles, voilà, autant conseil concret que peut-être plus psychologique? Alors déjà, je conseillerais d'aller dans une école, de se débrouiller pour faire conventionner un stage, quel qu'il soit, d'observation, et d'aller passer au moins 2 semaines avec un enseignant et de le suivre partout. Voilà, trouver un enseignant assez sympa pour être accepté d'être suivi, mais que vraiment la personne aille mesurer ce que c'est, aille savoir ce que c'est et à savoir tout ce que ça implique. Quel est le quotidien d'un professeur des écoles? C'est pas juste ouvrez votre manuel, page 62. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. Donc ça, je pense que c'est la première chose à faire. Pour être sûr que c'est ça qu'on veut faire, allons voir. Voilà, moi je l'avais fait alors, de manière très courte, mais je l'avais fait quand même. Ça, c'est la première chose. Et sur le plan psychologique, non, être sûr qu'on est à sa place, être sûr que, et puis surtout avoir une posture vis-à-vis des enfants qui n'est pas je suis seule face à un groupe, mais je suis seule face à des individus. Et ça, pour moi, c'est super important dans ce métier, c'est-à-dire de se dire que les personnes qu'on a en face de nous, ce sont des individus avec chacun leurs différences, chacun leur passé, chacun leur manière de penser. Et qu'aujourd'hui, l'enseignement et la pédagogie commencent à comprendre ces choses-là et qu'on commence à avancer, ce qui n'était pas le cas, ne serait-ce qu'à mon époque, et que c'est comme ça qu'on va avancer, quoi. C'est comme ça qu'on va réussir à faire que le système scolaire français, qui est très, très cadré, très fermé, on va réussir à fissurer et à permettre à tous d'exister d'une manière ou d'une autre, ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent. Moi, j'accueille aujourd'hui des enfants dont les parents ont une haine envers l'école qui est terrible, parce que l'école les a broyés. Et que du coup, voilà, si on pouvait inverser les choses, si on pouvait faire en sorte qu'au moins les enfants qui sont dans l'école aujourd'hui n'aient pas cette image de l'école plus tard, ben, on gagnera tout. Est-ce que tu as eu presque des engagements politiques ou tu as souhaité contacter le gouvernement pour essayer de faire changer les choses au niveau de l'éducation? Non, alors c'est pareil, ça c'est une limite que j'essaye de me garder, c'est-à-dire que sur mon blog, dans mes bouquins, etc., je ne fais pas de politique, je ne fais pas de syndicalisme, je ne fais pas de politique. Je me souviens qu'une fois j'avais été interviewée sur France Inter et que le journaliste m'avait demandé ce que je pensais de la réforme et je lui avais dit je n'en pense rien. Et alors j'avais été bâchée sur Twitter derrière en disant oh là là, une instite à l'antenne, on lui parle de la réforme, elle répond pas. Elle dit moi c'est pas ça. Moi, je suis pas là-dedans. Alors, bien sûr que j'y pense et que j'y réfléchis à titre complètement personnel, mais si je porte une voix, c'est pas celle de la revendication ou du syndicalisme, c'est juste celle du regard posé sur les enfants. Voilà. Et je pense que c'est un début, qu'il y a d'autres qui savent mieux faire que moi le reste, c'est-à-dire la voix politique, la parole syndicaliste. Moi, je sais pas le faire, je suis pas là-dedans. Moi, je veux juste un moment qu'on regarde. Voilà. Et c'est pour ça que ça revient à mon premier métier. Regardez, observez, regardez, sachez. Après, faites-en ce que vous voulez. Oui, oui, et puis je trouve qu'aussi, ça n'a pas forcément besoin d'être militant dans le sens engagement politique pour avoir un impact, en fait. On peut avoir un impact juste en montrant les choses. Moi, quand je faisais du journalisme, je me disais, raconter cette histoire de ce type qui est prévenu au tribunal correctionnel parce qu'il a volé une voiture, juste raconter son histoire à lui, comme il l'a raconté au tribunal, ça se passe d'autres commentaires. J'ai pas besoin derrière de dire oh là là, la délinquance en France. Non, écoute l'histoire de ce type-là, fais-en ce que tu veux. Je suis là-dedans, c'est-à-dire que moi, je raconte les histoires et je laisse les gens faire ce qu'ils veulent ensuite. Même si moi, j'ai mes opinions. Hein. Tu es heureuse aujourd'hui dans ton nouveau métier, dans tes nouveaux projets? Mais oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est super parce que j'ai tout, quoi. Voilà, je me sens utile, je continue à écrire, à observer,
à faire du journalisme. Enfin, donc c'est super. Ouais, je suis ravie. C'est génial. Si on m'avait dit qu'à 40 ans, j'aurais écrit 2 bouquins, que j'aurais fait deux métiers, que j'aurais 2 magnifiques enfants en plus, j'aurais signé tout de suite. Donc c'est cool. Je suis contente. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? À moi-même? Ouais. Oh là là, c'est difficile comme question. En fait, je crois que j'en suis à un point où je regrette tellement rien de ce que j'ai fait que je sais pas quel conseil je me donnerais. Prends ton temps peut-être, va pas trop vite. Ouais, peut-être. J'ai eu tendance à vouloir aller un peu vite parfois. Prends ton temps, réfléchis, pose-toi. Ouais. Mais ça, c'est la vieille qui parle à la jeune, hein. C'est pas l'enseignante qui parle à la journaliste. C'est bon, c'est l'âge. Voilà, ça, c'est la maturité plus. Ouais, prends ton temps. Je pense que c'est ça. Après, je pense que c'est plus facile de se dire prends ton temps quand on sait que la fin Que c'est possible. est heureuse. Parce que là, tu sais que maintenant, tu es arrivé là où tu voulais exactement. Donc, tu te dis, ah oui, j'aurais peut-être plus apprécié le chemin. Mais quand on fait le chemin, comme on n'est pas sûr de la fin. Oui, tout à fait. C'est vrai. Après, je dirais peut-être aussi, tout est possible, quoi. Te ferme pas de porte, tout est possible. Moi, j'ai grandi dans une famille, mes parents, ils vendent des fringues sur les marchés. Ils ont 65 ans et ils continuent à se lever le matin pour aller vendre des marchés et des fringues sur les marchés. Et ben moi, j'ai fait 2 métiers. J'ai une grande maison, j'ai écrit 2 bouquins. Ma frangine, elle est magistrate. L'autre frangine, elle bosse à l'hôpital. Bah, tout est possible, en fait. Donc, c'est plus ça que je me dirais. Ne te ferme pas de porte. Tout est possible. Mais c'est un super message. Dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Ben c'est ça, une reconversion réussie, c'est quand on est épanoui dans ce qu'on fait, qu'on est heureux et qu'on se dit qu'on a trouvé ce qui nous va et ce qui nous convient. Mais je crois que c'est infini en fait, parce que moi j'exclus pas dans 10 ans de me reconvertir encore. Il y aura peut-être d'autres choses qui me feront envie. En fait, je crois qu'il faudra arriver à un moment où le mot reconversion n'existe plus, puisqu'on serait capable de faire 4, 5, 6 métiers dans sa vie, et ça serait normal. Et en fait, ça serait pas complètement extraordinaire. C'est comme tout à l'heure, quoi. Tout est possible. Arrêtons de fermer des portes. Arrêtons de mettre les gens dans des cases. Tout est possible. Je pense qu'aussi, une fois qu'on l'a fait une fois, oui, on se rend compte que on peut le faire plusieurs fois presque, en fait. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Anouk, pour tous tes conseils. C'était chouette, cette petite conversation. Et donc, je mettrai le lien de ton blog, de ton compte Instagram, de tes livres. Ouais. Voilà, si les auditeurs souhaitent en savoir plus. Un grand merci, Anouk. Merci, à bientôt. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.